Salut à tous. Au sujet de cette vidéo, la situation énergétique mondiale et l'effondrement des prix du pétrole. Et je voudrais replacer ça dans le contexte du grand sujet très à la mode depuis une décennie de la collapsologie. Et en particulier de la collapsologie, disons, d'expression francophone. En effet, ça fait des décennies qu'on nous dit qu'on nous avait prédit qu'en 2020, le baril serait à 300 $ minimum, peut-être même à 600 $. Je me souviens en 2005-2006, quand je rencontrais des officiels chinois, eux-mêmes pensaient que le pic pétrolier mondial avait été atteint autour de 2004 ou 2005. Et aujourd'hui, on voit tout le contraire, on voit une guerre pétrolière mondiale avec un effondrement des prix du baril, qui est totalement contraire à ce qu'avait prédit la collapsologie, et donc en particulier la collapsologie d'expression francophone, et je vais y revenir. Et pourtant, en quelque sorte, cette collapsologie n'a jamais eu autant raison vis-à-vis de la situation mondiale. Alors déjà, pourquoi il y a un effondrement des prix du pétrole ? Eh bien, d'abord parce qu'on est dans une situation de crise très particulière qui met une pression sur l'offre et sur la demande à la fois. C'est très rare, des crises où à la fois l'offre et la demande en production de biens et de services, et donc en requête de biens et de services, sont pressurées par les circonstances. C'est vraiment très rare. C'est même limite civilisationnel quand on y pense, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver à l'âge de bronze, et c'est ça, en quelque sorte, qui donne raison à la collapsologie contemporaine. La pression est placée dans cette crise sur l'offre et la demande, précisément parce que l'offre, il n'y en a plus, dans le sens où pour produire, eh bien, il faut que les gens sortent, et la demande, eh bien, pour produire, pour qu'une demande existe sur les biens produits et les services produits, il faut que les gens consomment, et de l'argent, et des rentrées, etc., puisque la dépense de l'un, c'est la rentrée de l'autre. Maintenant, le pétrole, il faut bien comprendre que c'est une sorte de commission sur l'économie mondiale, et que c'est pour ça que le pétrole est impacté aussi bien par l'offre que pour la demande. Pour produire, pour offrir un bien ou un service, il faut de l'énergie. Et pour acheter un bien ou un service, eh bien, il faut de l'énergie aussi, puisqu'il faut avoir été productif soi-même. Donc, l'énergie est une sorte de commission de l'économie mondiale, et quand il n'y a plus de transactions sur un marché, ceux qui se nourrissent des commissions sur les transactions vont perdre de l'argent très rapidement. On doit à ça ajouter que l'Arabie Saoudite est très encline à ruiner l'industrie du pétrole de schiste américaine, qui est rentable à partir de 50 $ le baril, même si les chiffres sont confidentiels. On ne prend pas trop de risques en disant que c'est à partir de 50 qu'ils commencent à éventuellement rentrer dans leurs frais, mais pour être tout à fait honnête, c'est plutôt autour de 90 que l'industrie du pétrole de schiste américaine peut commencer à être intéressante. Et là, on va voir des faillites en masse, bien sûr, des sociétés productrices de pétrole de schiste. Les Saoudiens sont tout à fait chauds pour ruiner les sociétés américaines de pétrole de schiste, parce qu'ils se sentent trahis, en particulier Mohammed Ben Salman se sent trahi par Donald Trump, et donc lui a gardé en quelque sorte un chien de sa chienne, et cherche à le ruiner énergétiquement. En plus, avec l'effet domino et tous les produits dérivés, parce que bien évidemment les dettes de ces sociétés de pétrole de schiste américaines ont été titrisées exactement comme en 2007-2008, ça signifie qu'elles sont réparties de façon systémique dans l'économie américaine, et très certainement avec une exposition aussi à l'économie japonaise et à l'économie européenne, et que appuyer sur le pétrole de schiste maintenant aura des conséquences sur toute l'industrie américaine et pourrait accélérer un échec de la réélection de Trump, qui semble bien parti, puisque Trump était sorti avec un boulevard de sa procédure de destitution, et là il allait tout droit vers la réélection. Par contre, son argument c'était « j'ai relancé l'économie », et comme l'avait très bien dit Nassim Nicolas Taleb, Donald Trump, si jamais tu mises ta réélection sur les marchés financiers, sache que si tu déclares posséder les marchés quand ils montent, eh bien tu les posséderas aussi quand ils baisseront. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, déstabilisation politique, les Russes peuvent tenir sans aucun problème, les Saoudiens sont en train de créer une situation très dangereuse pour eux, je parle bien sûr des élites, pas du peuple saoudien, mais en même temps ils espèrent aussi pouvoir déstabiliser l'Iran, puisqu'avec un baril aussi bas, l'Iran qui est déjà dans une situation dramatique et qui est déjà la cible de sanctions économiques massives, eh bien pourrait se retrouver dans une situation de révolution, d'instabilité politique, en tout cas être proche de l'invasion, et c'est très certainement là-dessus que misent les Saoudiens. Mais comme les Iraniens l'avaient anticipé aussi, eh bien ils sont en train
train de surenchérir au Yémen pour déstabiliser l'Arabie Saoudite. Le grand gagnant très certainement de cette guerre du pétrole dans la région, ce seront les Émirats Arabes Unis qui d'une part ont beaucoup réinvesti pour se diversifier face au pétrole, ne serait-ce que dans l'immobilier, les universités, etc. Abu Dhabi en particulier a son fameux ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, donc un énorme fonds souverain qui détient des actifs partout dans le monde et qui n'est plus du tout dépendant du pétrole pour les retours de ses investissements. Et puis donc bien entendu Dubaï qui n'est plus aussi sensible au cours du pétrole que l'était l'Arabie Saoudite que l'est encore aujourd'hui, que les Émirats les étaient il y a encore quelques années. Donc voilà pour la situation pétrolière. Alors maintenant, en quoi ça nous réinterroge sur la collapsologie et en quoi la collapsologie contemporaine, et j'insiste d'expression francophone puisque dans d'autres pays et dans d'autres aires linguistiques, la collapsologie a été développée d'une autre façon, et bien pourquoi la collapsologie d'expression francophone est à la fois vraie et fausse, en particulier aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'un des modèles de la collapsologie, c'est l'effondrement de l'âge de bronze. J'en ai beaucoup parlé, l'effondrement de l'âge de bronze survient autour de 1177 avant Jésus-Christ, parce qu'on a une économie mondiale déjà qui est interdépendante avec les Assyriens, les Hittites, les Babyloniens plutôt après les Assyriens, les Hittites, les Égyptiens, les Minoens, les Mycéniens, et tous ces royaumes ont besoin de bronze pour être productifs. Leur agriculture nécessite des charrues en bronze. Leurs chars, leur armée nécessitent du bronze. Bien sûr, toutes leurs pointes de lance et de flèches et leurs épées sont en bronze. Leurs objets d'art qui se vendent et qui valent beaucoup d'argent, donc qui créent aussi des flux économiques, sont en bronze. Ce qui fait que dès lors qu'ils ne peuvent plus avoir accès aux mines d'étain, puisque l'étain est un métal tout à fait rare sur Terre, il est dans des proportions peut-être comparables à l'uranium, même s'il n'a pas le même prix. Et donc déjà à l'époque, il fallait un accès aux mines d'étain pour pouvoir produire du bronze, et les mines d'étain étaient en Espagne, en Irlande et en Afghanistan notamment. Dès lors que cette économie où tout était interdépendant a été menacée par des famines, par des changements climatiques, par des migrations massives, en particulier des peuples de la mer, dont notamment les Chardana, dont on pense qu'ils viennent de Sardaigne, Chardana, Sardaigne, ça aurait la même étymologie, eh bien on observe un effondrement à l'âge de bronze, où la productivité s'effondre, où les systèmes pyramidaux gouvernementaux s'effondrent aussi, et où on ne reverra plus une production de ce niveau-là avant plusieurs siècles. Eh bien, le coronavirus nous mettrait dans une situation comparable à l'âge de bronze, en créant une réduction très forte de l'interdépendance des pays, des espaces producteurs de richesses, et finalement aurait les mêmes conséquences donc d'arrêt ou de gel de la mondialisation, en particulier dans certaines sous-aires. Alors pour l'âge de bronze, c'était l'espace méditerranéen. Pour nous, ce serait essentiellement les nouvelles routes de la soie qui aujourd'hui sont en quelque sorte au point mort, puisque la Chine n'a plus d'intérêt aujourd'hui, c'est pas tellement d'intérêt, mais n'a plus une demande pour ses exportations aussi grande qu'avant la crise du coronavirus. Maintenant, là où les collapsologues avaient totalement tort, c'est que la collapsologie, la collapsologie contemporaine, très exactement comme le marxisme d'ailleurs, est un enchaînement d'idées très brillant qui est basé sur une prémisse fausse. Le marxisme est un enchaînement d'idées très brillant qui est basé sur une prémisse fausse qui est la théorie de la valeur travail, qui est démontrée comme fausse en économie. Scientifiquement, cette théorie n'a pas de preuves pour l'appuyer. Mais si on la suppose vraie, eh bien, le marxisme crée un enchaînement d'idées tout à fait intéressant. Et il est basé aussi sur des prémices qui sont partiellement vraies, qui sont le matérialisme historique, qui est aussi une révolution philosophique à son époque. La collapsologie contemporaine est aussi un enchaînement d'idées brillant et élégant, basé sur deux prémisses fausses qui sont, d'une part, nous allons manquer de pétrole, et ça on va voir que c'est totalement faux. D'une part, nous allons manquer de pétrole, et d'autre part, le baril de pétrole est insubstituable. Ça, ce sont les deux prémisses fausses de la collapsologie. À partir du moment où ces prémisses seraient vraies, la collapsologie aurait raison. Son enchaînement d'idées est tout à fait intéressant. Alors, plutôt que de citer par exemple dans la collapsologie francophone une de ces grandes autorités qui est Pablo Servigne et que je salue, dont j'aime énormément les travaux, je vais citer un des pères de la collapsologie contemporaine qui est Michael Ruppert. Michael Ruppert, je l'ai énormément cité dans mes travaux moi-même. Si vous allez dans la revue de relations internationales E-International Relations, je lui dédie plusieurs de mes articles. Ceux qui sont dédiés à Mike sont en réalité dédiés à Michael Ruppert. Et Michael Ruppert, c'est un ancien
ancien officier de la police de Los Angeles qui a beaucoup travaillé sur notre dépendance au pétrole. Entre autres, il a travaillé sur d'autres sujets, sur le trafic d'armes aux États-Unis, mais en particulier sur notre dépendance au pétrole. Et Michael Ruppert avait déjà posé ces deux bases, qu'il empruntait aussi à un autre collapsologue qui est Jared Diamond, qui était donc le pétrole est insubstituable et nous allons en manquer très rapidement. Alors, pourquoi ces deux prémices sont fausses? Mais peut-être d'abord, pourquoi l'enchaînement d'idées est aussi bon? C'est vrai que si le baril était insubstituable et si nous allions en manquer, eh bien, la productivité agricole, par exemple, allait s'effondrer. Pour l'instant, notre modèle agricole nécessite des intrants dont la production vient directement ou indirectement de l'industrie du pétrole. Les tracteurs même ont des pneus, des pneus qui sont fabriqués à partir de pétrole. Les tracteurs ont aussi, bien entendu, un moteur qui consomme du pétrole. Et nos gains de productivité agricole, d'une façon générale, sont très dépendants de l'énergie. Aujourd'hui, que cette dépendance soit substituable ou pas est un autre sujet. Mais pour le moment, il est certain que notre productivité agricole dépend considérablement du pétrole. Également, notre capacité de construction dépend des hydrocarbures et ou du charbon. La construction, je crois, compte pour à peu près 30% des émissions de CO2 mondiales, en particulier par la filière béton, puisque pour faire du béton, il faut fabriquer du ciment, donc chauffer du schiste, c'est très très énergivore. Et là aussi, eh bien, il nous faut du pétrole et du gaz naturel, ou du charbon, etc. Alors, que le baril de pétrole soit insubstituable, en réalité, c'est faux. Et c'est ça vraiment le sujet le plus important, c'est qu'on nous a vendu qu'il était insubstituable pendant des années, mais en réalité, c'est faux. D'abord parce qu'on peut fabriquer des biocarburants renouvelables. Alors immédiatement, normalement, les collapsologues disent oui, mais si vous faites un biocarburant à base de maïs, vous aurez exactement le même problème, c'est une production agricole, elle dépend du pétrole. Ceci est exact, mais il existe d'autres façons de produire des biocarburants sans avoir la même dépendance au pétrole qu'on a dans l'industrie des céréales. Par exemple, il y a l'étude de cas de Paolo Lugari à Las Gaviotas en Colombie, où on obtient du pétrole, non pas, en tout cas du biodiesel, non pas à partir de céréales qu'il faut replanter chaque année, qui sont donc des plantes annuelles, mais à partir de pins des Caraïbes, qui sont des arbres, qui sont des plantes pérennes, et dont on saigne l'écorce sans les couper. De sorte que non seulement le bilan carbone est en faveur de la dépollution, mais qu'en plus on produit de la térébenthine en reboisant, au passage, puisqu'on les plante sur une savane. Et cette térébenthine, eh bien, on peut en faire un biocarburant. D'ailleurs, pour la petite histoire, le patron de Honda, Soichiro Honda, a fait fortune au départ en créant une motocyclette qui tournait à la térébenthine. On l'appelait la cheminée parce qu'elle fumait beaucoup à partir de 1947. Et puis, quand les Américains ont fait du Japon un État client en l'inondant de pétrole bon marché pour donc s'en faire un relais d'influence contre l'URSS dans la région, l'industrie de la térébenthine a été abandonnée parce qu'elle n'était plus compétitive. Rien n'empêche de la reprendre si jamais, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le baril remonte. En matière énergétique maintenant, eh bien entendu, on a ce qui nous manque en réalité, ce sont les technologies de batterie. Nous avons des voitures électriques qui sont de plus en plus compétitives et la seule question c'est comment on les alimente. D'une part, on a le nucléaire civil qui aurait pu faire des progrès si on avait investi de façon responsable dedans, ça n'a pas été le cas. On n'a pas investi dans la filière thorium qui pour la fission nucléaire produit beaucoup moins de déchets. On n'a pas suffisamment investi dans la filière de la fusion nucléaire qui elle pour le coup ne produit absolument aucun déchet et n'a pas besoin, bon d'ailleurs comme le thorium au passage, que le thorium comme son nom l'indique vient de grands gisements dans les pays scandinaves, ce qui permet donc de s'approvisionner sans être dans des zones géopolitiques sensibles et très coûteuses en termes de déploiement de l'armée. L'opération Barkhane en Afrique est là pour en témoigner. Donc on a des solutions énergétiques, les batteries pour l'instant sont des batteries lithium-ion, mais nous avons des technologies de batterie au graphène qui arrivent. Le graphène peut être produit à partir de déchets incinérés, auquel cas on n'a plus de problème autre que la connaissance pour pouvoir accéder à des batteries complètement 100% renouvelables, 100% recyclables et qui ne donc consomment pas de métaux rares. Donc on a pour la mobilité, comme d'ailleurs la batterie pour la mobilité, vous dites que les avions par exemple, pour l'instant ça n'embarque pas des batteries. Bah si, justement, des avions à batterie sont en cours d'étude, puisqu'aujourd'hui le verrou technologique pour les batteries, c'est ce qu'on appelle la densité énergétique. Combien de kilowattheures on peut transporter par kilo de batterie. Il est clair qu'un kilo de pétrole contient beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle des équivalents pétrole, contient beaucoup plus de kilowattheures qu'un kilo de batterie d'une Tesla par exemple. Mais ça, c'est amené à changer.
si on met la bonne intensité de recherche et développement là-dedans, eh bien demain on pourra tout à fait avoir une courbe qui croise la densité énergétique du baril de pétrole. Ce n'est pas du tout inenvisageable. Après tout, si on voulait comparer ça, rappelez-vous, avant, la densité par exemple de mémoire d'un ordinateur, d'un disque dur, était très mauvaise. Un disque dur de 500 kilo-octets pesait 500 kg dans les années 50-60. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a tous des barrettes de plusieurs téras, et non seulement elles ne coûtent plus rien à produire, mais en plus, elles pèsent absolument rien non plus. Donc, avoir des batteries suffisamment puissantes et renouvelables n'est pas du tout un horizon technologique impensable. Absolument pas. Et puis, il y a tout un tas de façons de produire des biodiesels. Donc, si on veut rester donc sur des carburants de type hydrocarbures de synthèse, il y a la culture d'algues. On peut cultiver les océans pour récolter des algues et les méthaniser et récupérer aussi du biodiesel à partir de leur biomasse. Il y a donc les différents arbres producteurs de térébenthine, sans parler bien sûr de la culture d'algues aussi en plein désert, avec de l'eau exposée, des bioréacteurs qui soient exposés au rayonnement solaire. Donc que le baril soit insubstituable est une fallacie, ce n'est absolument pas démontré, et en l'occurrence le contraire lui est démontré par tout un tas d'études de cas qui démontrent que l'on peut produire des énergies liquides si tant est qu'on veuille s'en tenir aux énergies liquides sans avoir besoin de gisements de pétrole. Pour la petite histoire, il existe une théorie géologique controversée mais pas inintéressante, qui a été lancée notamment par des scientifiques, je crois soviétiques à l'époque, et qui continue à être enseignée en Russie aujourd'hui, qui est la théorie de l'origine abiogénique du pétrole. Abiogénique du pétrole. Les hydrocarbures, on pense généralement qu'ils sont qu'ils ont été produits en quelque sorte, que c'est du sang de T-Rex, quoi, qu'ils ont été produits par la compression d'organismes fossiles, donc notamment au Carbonifère et par la suite. Alors le Carbonifère, c'est plutôt les gisements de charbon, mais disons du temps des dinosaures, du Trias, disons jusqu'au Crétacé tertiaire, eh bien nous avons une accumulation de biomasse qui, sous la pression, va être transformée en pétrole. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'énergie fossile. La théorie abiogénique du pétrole, qui n'est pas confirmée aujourd'hui mais qui demeure intéressante, suppose au contraire que c'est une polymérisation. Donc si vous voulez un Lego, une polymérisation, si une brique de Lego c'est une molécule, plein de briques de Lego emboîtées les unes dans les autres, c'est une polymérisation. Eh bien une polymérisation de molécules très simples comme le méthane ou comme le butane, dû à la pression de la croûte terrestre, serait à l'origine des hydrocarbures. Bon, cette théorie, encore une fois, n'est pas vérifiée, mais elle mérite qu'on s'y intéresse, et si elle est vraie, eh bien, elle signifie que les hydrocarbures sont constamment renouvelés, et c'est ça le principe. Ça serait, si les hydrocarbures ne sont pas des énergies fossiles, eh bien, la théorie abiogénique de leur origine supposerait que c'est un processus géologique constant et renouvelable qui produirait les gisements de pétrole. Que la théorie abiogénique soit vraie ou faux, il est un fait que quand on cherche du pétrole aujourd'hui, on en trouve. Le Brésil est là pour le démontrer avec les gisements de Tupi et d'Iracema, anciennement les gisements de Lula, qui sont donc les pendants des gisements du golfe de Guinée, avec notamment le Nigeria. Parce que, comme vous le savez, dans l'emboîtement géologique des continents entre le Brésil et l'Afrique, eh bien, c'est ce même espace géologique qui a produit les mêmes gisements et qui s'est écarté par la suite. Donc en réalité, quand on cherche du pétrole, on en trouve. Et c'est limite un problème, puisque ça a tendance à ralentir l'innovation sur, par exemple, le nucléaire propre ou les batteries renouvelables, les batteries propres, etc. Sans batterie propre, au passage, les éoliennes, le solaire ne servent absolument à rien. C'est le grand problème. Les grands ventilateurs, comme dit Olivier Delamarche, qu'on a placés en France et qui ont esquinté le paysage, qui ont été sursubventionnés et qui ont enrichi des lobbies de la production éolienne, pour l'instant, sont un échec macro-énergétique absolument catastrophique. Alors, ils auraient pu, pour modérer ce que dit mon ami Olivier, ils auraient pu avoir un certain intérêt si et seulement si on avait investi correctement dedans. Correctement, ça veut dire moins en l'occurrence, et qu'on avait attendu des technologies de batterie adaptées. Comme c'est pas le cas aujourd'hui, c'est un échec à l'échelle de la demande énergétique d'un pays.
Mais c'est vrai que si on avait des technologies de batterie, et il y en a plein, il y a la pile à hydrogène, il y a des piles à hydrogène par aérogel, on peut envisager de faire des unités de production, des unités de stockage de piles à hydrogène dont les barrières soient faites par l'aérogel, donc qui est un matériau très très isolant et très léger aussi, ce qui permettrait de les déplacer plus facilement qu'une pile à hydrogène qui est très très lourde. Donc on a en réalité plein de pistes pour substituer le baril de pétrole. Et on va manquer de pétrole, c'est là que je voulais en venir. Non, la réponse est non. Quand on cherche du pétrole, on en trouve aujourd'hui. Et le prix du baril est là pour témoigner du fait qu'on n'est pas du tout en train de manquer de pétrole et que tous les théoriciens du pic pétrolier ont eu totalement tort depuis 30-40 ans. Encore une fois, ce qui ne signifie pas que d'autres ressources sont épuisables. Mais l'ingéniosité humaine demeure pour créer des solutions de repli. Quand, par exemple, les États-Unis ont manqué de gomme à cause de la guerre dans le Pacifique avec le Japon, eh bien ils ont tout de suite inventé des gommes synthétiques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Quand les Allemands, à cause notamment du traité de Versailles et du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves de pétrole, ont dû trouver de nouveaux gisements, de nouveaux approvisionnements de pétrole, eh bien ils ont créé une technologie qui consiste à fabriquer du pétrole à partir du charbon brun. Et je crois en particulier dont les gros gisements étaient dans les Sudètes, qui est une des raisons de l'annexion des Sudètes par Hitler. Donc voilà, le paysage global. Là où les collapsologues ont eu raison, c'est que oui, aujourd'hui l'économie est dans son interdépendance est rompue à beaucoup d'égards. Et comme le disait Nassim Nicolas Taleb, elle s'est avérée fragile. La fragilité pour Taleb, c'est un système est fragile quand il ne résiste pas à la volatilité, quand l'imprévu le déstabilise. Un système qui est déstabilisable par l'imprévu est un système fragile. Par exemple, le système de pensée de nos élites académiques pendant la crise, ce système de pensée qui s'est avéré totalement incapable de prendre la moindre décision tant que les informations n'étaient pas absolument parfaites, tant que les informations n'étaient pas totalement bien dressées sur une table avec un petit plateau en argent et un verre à champagne propre en cristal de Bohème, tant que la table n'était pas dressée, ces gens ne pouvaient pas manger intellectuellement. Eh bien ça, c'est de la fragilité. C'est-à-dire que l'imprévu, les choses inattendues, vous déstabilisent totalement. Et l'imprévu vous empêche de fonctionner. Eh bien, tous ces gens-là, intellectuellement, ne pouvaient fonctionner dans l'imprévu. Selon Taleb, ils étaient donc fragiles. Antifragiles, au contraire, ce sont les systèmes qui résistent très bien à la volatilité et qui mieux sont renforcés par la volatilité. Notre économie mondiale s'est avérée fragile parce qu'elle était suroptimisée. C'était quelque chose qu'on connaît très très bien. Par exemple, dans le monde des armes à feu, et je pourrais citer cette chaîne YouTube que je vous recommande vivement, Code RNO, elle est hardcore mais je la trouve vraiment très drôle et si le sujet des armes à feu vous intéresse, c'est la meilleure chaîne francophone sur le sujet. Eh bien, si vous voulez vous renseigner davantage, ce que sait très bien le créateur de cette chaîne, c'est que pour un fusil par exemple de précision, on a systématiquement un compromis entre avoir un fusil dont les pièces sont usinées au micromètre près et qui du coup va être très précis et va pouvoir rester précis à 2000 mètres, mais qui du coup le moindre grain de sable va l'enrayer, le moindre grain de sable va perturber son fonctionnement, puisque la contrepartie d'avoir un système dont les pièces sont usinées au micron près, qui s'emboîtent parfaitement, qui jouent très très peu, qui ont donc très peu de vibrations et qui sont en conséquence très précises quand elles font feu, eh bien c'est que le moindre grain de sable peut compromettre votre tir. Par opposition, des fusils qui peuvent résister à des stress tests qu'on peut jeter dans la boue et qui continuent à tirer après, eh bien ceux-là vont nécessairement être moins précis à de très longues distances parce que leurs pièces ont plus de degrés de liberté. Et ce compromis général, eh bien, on ne sait pas le résoudre aujourd'hui. Et la conséquence de ce compromis, qu'on trouve aussi bien donc sur les fusils de précision que dans l'économie mondiale, c'est que comme on a voulu maximiser les profits, alors certes à court terme, parce qu'il y aurait eu moyen de maximiser les profits tout en étant antifragile, et il y a des techniques qui le démontrent, mais comme on a voulu maximiser les profits dans l'économie mondiale et qu'on a en particulier délocalisé la production en Chine en rendant l'offre et la demande particulièrement dépendants du commerce à très longue distance, eh bien la crise du coronavirus est venue enrayer profondément ce système parce qu'il n'était pas antifragile, il était fragile, il résistait mal à la volatilité. Alors en conclusion,
je voudrais vraiment dire que cette crise appartient au peuple. Comme disait Churchill, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Une crise, c'est l'occasion de réformer. C'est ce qu'avait compris le plus grand politicien de tous les temps, j'ai nommé Abraham Lincoln. Il lui a fallu du temps pour le comprendre, mais quand la guerre de sécession s'est déclenchée, quand la guerre civile américaine a eu lieu, Lincoln a mis du temps à comprendre qu'il fallait saisir l'opportunité de cette guerre pour abolir l'esclavage. Et il ne voulait pas abolir l'esclavage au départ, il voulait que tout redevienne comme avant et que l'union soit rétablie, même s'il était anti-esclavagiste lui-même. Et puis il lui a fallu presque 3 ans, 4 ans pour comprendre que cette guerre était l'opportunité, que tous ces morts étaient l'opportunité, qu'ils ne soient pas morts en vain, d'abolir l'esclavage. Eh bien, cette crise mondiale est une opportunité pour les peuples, pas pour les élites qui ont tué les peuples en réagissant n'importe comment, en étant incapables de prendre des décisions en situation d'information imparfaite et qui, d'une façon générale, se sont rendus coupables de crimes profondément graves, avec des dizaines de milliers de morts dans des dizaines, des centaines de pays. Cependant, pour les peuples, cette crise est une opportunité majeure, une opportunité de nous inviter bien sûr à plus de localisme, bien sûr à plus d'antifragilité. Les leçons de cette crise, c'est que quand un système est suroptimisé, eh bien la moindre perturbation va le déstabiliser et que ce n'est pas souhaitable. Comme la seule chose qui est certaine, c'est l'incertitude, eh bien nous devons à l'avenir créer des systèmes politiques, économiques, médicaux qui ne soient pas suroptimisés et qui puissent résister à quelques perturbations.